Un petit mot là sur le reste de la semaine. Donc, avant d'introduire Guillaume, un mot sur la société de financement de la transition énergétique. Donc ici, parmi nous, voilà. Donc il y a Alain qui est, donc il y a les parents putatifs de la SFTE, c'est Alain Grandjean qui est là et Gaël qui doit être là. Donc on va faire une présentation où Guillaume va vous présenter la SFTE, le projet. Et puis ça serait bien qu'Alain et Gaël fassent une petite intervention pour un éclairage de leur point de vue. Ce projet a été lancé l'année dernière. Il est aussi, il est issu du Shift, hein, clairement. Il est issu en fait de la FNH et du Shift. Il est coporté par ces deux associations. On l'a lancé en fait en juillet. Il a pris vraiment matière en novembre. Il regroupe un certain nombre de participants, enfin même un grand nombre de participants dans l'industrie énergétique, dans l'industrie du TP, dans les collectivités publiques. Voilà. On a le plan bâtiment durable aussi qui est avec nous et dans le monde financier. Mais je ne vous donnerai pas de nom, parce que je crois qu'il y a la presse qui est là, donc il n'y aura pas de nom des membres, puisqu'on s'est engagé à la confidentialité sur ces sujets-là dans le cadre même de notre protocole, avant d'avoir abouti à des premiers résultats. Donc là, on va vous présenter le projet tel qu'il a été initié à l'automne dernier, tel qu'il est lancé. On ne vous fera pas état de l'état des avancements. Donc on est nombreux à travailler sur ce sujet-là. Il y a aussi Rodolphe Boquet, qui n'est pas encore là, qui est cheville ouvrière du... Voilà, Rodolphe est là, qui est la cheville ouvrière aussi du projet avec nous. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont menés. Encore une fois, on refera un point d'étape plus tard, sachant qu'on va se mettre à publier. Enfin, on va, dans le cadre de la gouvernance du projet, on va voir à quel moment on peut communiquer. Et on fera, je pense, ici une présentation pour vous dire où on en est de nos réflexions. Je peux vous dire que jamais un projet n'a une telle importance, de mon point de vue, par rapport au contexte macroéconomique, dont peut-être Gaël, d'ailleurs, vous dira quelques mots. Guillaume, à toi. Merci Michel. Donc je vais effectivement vous parler de finances. C'est pour ça que j'ai mis une cravate aujourd'hui. Je vais vous parler de finances parce que, on le voit bien, dans la transition, il y a deux problèmes. D'une part, on est sur des opérations qui exigent des montants de financement très importants, donc elle a un coût. Et d'autre part, on est sur des opérations généralement qui offrent des taux de rentabilité qui peuvent être des opérations rentables, mais relativement limitées dans un certain nombre de cas, ou alors sur des durées très longues. Donc la proposition qu'on a faite, c'est celle d'un mécanisme innovant qui est la SFTE, dont je vais vous présenter les grandes lignes, le contexte qui a présidé à sa mise en place, et puis le dispositif proposé, qui est une idée initiale qu'on est en train d'approfondir avec le consortium et les experts qui nous accompagnent. Donc l'idée initiale, elle vient du débat national sur la transition énergétique l'année dernière, et un des groupes de travail portait justement sur la manière dont on peut financer les montants faramineux qui sont en jeu dès qu'on parle de transition énergétique. Donc sur le bâtiment, on a estimé dans le cadre du débat que ça représente 30 milliards de financement par an jusqu'en 2050. La Commission européenne a un scénario qui est plus de l'ordre de 600 milliards d'euros pendant 8 ans entre 2012 et 2020. Nous, on est parti sur un autre scénario, c'est-à-dire qu'on propose de se concentrer sur le bâtiment public et on propose une rénovation de la totalité du parc pendant 10 ans, ce qui représente 10 milliards d'euros de financement par an pendant 10 ans. Donc le premier point, c'est qu'on pense qu'il faut des mécanismes effectivement qui soient de grande ampleur en termes de montants en jeu. Et ça pose une question sur les leviers qui peuvent être mobilisés, puisque ça pose tout de suite la question des critères de Maastricht sur lesquels on peut buter, qui sont une première contrainte. Face à cette contrainte, on propose deux leviers qui nous semblent particulièrement intéressants. Le premier, c'est de mobiliser la garantie publique, et d'autre part, de faciliter le refinancement des banques. Donc on pourra y revenir. Mais ce sont deux sujets sur lesquels on est... il y a finalement une convergence assez forte en France actuellement, puisque c'est très complémentaire d'un travail que fait notamment la CDC actuellement sur les logements, où ce sont deux leviers qui sont proposés de manière forte. Alors ce qui nous semble important aussi, c'est de proposer un mécanisme qui puisse être mis en œuvre très rapidement. C'est une des raisons pour laquelle on propose de se concentrer sur le bâtiment public, puisqu'on pense qu'il y a une prise de décision qui est plus agrégée, qui peut être plus facile à mettre en œuvre, et surtout sur le patrimoine de l'État. Si on appuie sur le bouton, on pense que ça peut aller assez rapidement. Et puis on s'inspire d'un mécanisme, ça rejoint ce que je dis sur les leviers, qui était celui
la Société de financement de l'économie française qui a été créée en 2008. Et il y a un certain nombre de rapprochements entre le projet qu'on propose et cette société qui a été créée en 2008, qui avait été démarrée très rapidement pour refinancer les banques à hauteur de 77 milliards d'euros pendant une période un peu inférieure à un an. Et dernier point important pour présenter les grandes lignes du projet, ce n'est pas un projet qui doit être franco-français, on a aussi des contacts européens et on pense qu'une condition de faisabilité, c'est aussi que le projet soit réplicable dans d'autres pays, au moins sur le principe, et puis éventuellement dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, on a une étude de faisabilité qui a commencé en novembre, qui va aboutir à un résultat en septembre pour proposer au gouvernement dans le cadre de la conférence environnementale. C'est un projet qui doit beaucoup donc, à différentes organisations et personnes qu'on a mentionnées, hein, donc Carbone 4, la Fondation Nicolas Hulot, The Shift Project, Global Warming, et puis qui doit beaucoup aussi à Gaël Giraud qui a proposé l'idée initiale donc, dans le cadre du débat sur la transition. Aujourd'hui, il y a un consortium qui a été réuni d'industriels, de banques, de financeurs, de collectivités locales et de fondations. Une association porte le projet qui est After et donc j'assure le pilotage du projet au sein de l'association, mais on mobilise aussi beaucoup d'experts et notamment les services de Global Warming, Carbone 4 et Lefebvre-Pelletier pour la partie juridique. Alors, pour présenter plus en avant le contexte qui a présidé à la mise en place du projet, c'est un contexte qui est énergétique, mais pas seulement. Pour nous, il y a un sujet économique, macroéconomique majeur dans ce projet. Et c'est une réponse qu'on propose aussi face à un risque de déflation qui est constaté, qu'on proposait dans les lignes directrices du projet en juin, mais qui est de plus en plus visible depuis octobre, surtout dans la zone euro, où on est sur des taux d'inflation annualisés inférieurs à 1%, plutôt de 0,7 à 0,8%, sachant que la BCE et la zone euro a été construite sur un scénario qui est plutôt de l'ordre de 2%. Donc on est très en dessous. On pense que s'il y avait un choc mondial qui pourrait être celui causé par la dévaluation de pays émergents, par exemple, ça pourrait nous faire franchir des seuils beaucoup plus bas et avec des difficultés à revenir à des taux d'inflation positifs si jamais on était en déflation. Donc Gaël Giraud pourra vous en parler beaucoup mieux puisque lui suit de très près ces questions. C'est un premier élément du rationnel qu'on défend sur ce projet. Et sur le plan macroéconomique, je dirais qu'il y a aussi un sujet d'emploi qui est très fort. Sur le secteur de la construction, on est actuellement sur des rythmes annuels de perte de 25 000 emplois. C'est clairement un projet qui permettrait d'inverser la tendance, sachant que les chiffres sont très disputés. Certains évaluent à 14 emplois par million d'euros investis, ça peut être plus. Dans tous les cas, sur 10 milliards d'euros de financement, on peut clairement avoir un potentiel de création d'emplois très très important. Il y a évidemment un contexte énergétique qui est plus connu, mais je rappelle simplement ce chiffre important. Hein. Donc quand on parle du bâtiment, on parle de 40% des consommations énergétiques en France. Traiter le bâtiment public, c'est traiter une partie seulement de ce parc, un peu moins de 15%, mais ça peut aussi servir à structurer une filière qui bénéficierait à l'ensemble du parc, avec donc un potentiel beaucoup plus large que le bâtiment public au sens strict. Et il y a un sujet qui est aussi un sujet carbone, un sujet d'indépendance énergétique, et la rénovation est le levier majeur puisque les taux de renouvellement du neuf sont très faibles et ne permettront pas de renouveler le parc sur des échéances courtes. Oui, oui. Donc c'est assez important et je vais d'ailleurs, c'est un constat intéressant qu'on a fait en étudiant le cas particulier du bâtiment public. On a une part du chauffage au fioul et au gaz qui est relativement plus importante que dans le logement, puisqu'on a sur des lycées par exemple ou sur des hôpitaux des surfaces assez importantes qui permettent plus facilement une gestion centralisée
du chauffage et donc ce type d'énergie. Donc le sujet de l'indépendance est plus particulièrement important dans le bâtiment public. Il y a d'autres raisons qui nous font penser que c'est un segment particulièrement intéressant, le devoir d'exemplarité de l'État, bien sûr. Donc il y a un décret qui va sans doute paraître un jour ça a été en tout cas réévoqué récemment et il est certain qu'un des blocages, un des freins importants à l'apparition de ce décret, c'est le manque de financement et le besoin d'outils innovants tels que SFTE. Alors, je n'ai pas parlé de ce point, mais il y a aussi un point qui nous intéresse, c'est le fait qu'on pense qu'il y a beaucoup moins d'effets rebonds que dans le logement, et notamment le logement social, où la précarité énergétique fait que souvent les ménages vont raisonner plutôt en facture constante qu'en température constante. Quelques données rapidement pour préciser ce dont on parle. On parle surtout d'un patrimoine qui est dans les collectivités locales à 60%, principalement dans les communes. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une hétérogénéité très forte des types de bâtiments dans le public. Plus que dans le tertiaire privé et plus que dans le logement. Le segment majeur en termes de surface, c'est l'enseignement. Il y a un segment très important aussi qui est celui des hôpitaux. Et au sein de ces segments, il y a aussi une variété très importante selon qu'on est sur des bâtiments qui consomment plus ou moins. On consomme par exemple beaucoup moins dans l'enseignement par mètre carré puisque les bâtiments sont beaucoup moins utilisés. Et on a aussi des structures de consommation qui peuvent être assez dispersées, notamment la part de l'électricité spécifique est beaucoup plus importante dans les hôpitaux. Alors, maintenant, pour aller vers le dispositif lui-même, il y a aussi des éléments de contexte financier que je veux souligner qui sont liés au fait que les leviers traditionnels ne permettent pas de financer les montants qu'on envisage ici. Il y aurait la dette publique, mais on bute sur les critères de Maastricht. Il y aurait les financements privés, mais on bute sur des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes pour les banques avec BAL 3, pour les assureurs avec solvabilité 2. C'est ce qui nous fait penser qu'il faut des mécanismes hétérodoxes. Il y a d'autres leviers, bien sûr, qui vont être en complément du projet très utiles, comme l'épargne, mais l'épargne non plus ne permet pas de financer la totalité de ce qu'on envisage. Ici, sur ce graphique, je veux faire simplement deux constats sur la manière dont sont structurés les encours de crédit bancaire actuellement. Il y a deux messages clés. C'est d'une part, on voit bien que dans les encours de crédit aujourd'hui, 2000 milliards, c'est environ le PIB de la France, une grande partie des crédits n'est pas fléchée. Il y a une partie qui est fléchée, c'est les 51% de l'immobilier. Et puis parmi les crédits fléchés, c'est le cas typiquement dans l'immobilier, une grande partie du crédit ne finance pas des actifs nouveaux, mais finance des actifs déjà existants, plus particulièrement dans l'immobilier, mais aussi dans certains des autres segments. La garantie publique, donc une garantie de très bonne qualité qui pourra être octroyée auprès des banques commerciales. Donc on a une société qui sera d'abord capitalisée à autour de 100 millions d'euros, mais c'est un chiffre qui reste à préciser, pour pouvoir accorder une garantie de très bonne qualité auprès des banques, en échange de quoi nous souhaitons que les banques flèchent ces crédits vers des projets de rénovation des bâtiments publics, et puis avec des conditions à négocier, mais qui soient plus avantageuses en termes de taux de financement et de maturité. Il y a deux options qu'on envisage également adossées à ce schéma initial. C'est d'abord que la SFTE accorde directement des crédits en propre. Donc là, on pense que ça pourrait avoir deux avantages. D'abord, ça permettrait au système de perdurer en cas de crise et si les banques cessaient de prêter au projet, ce qui peut arriver et qui arrive historiquement. Et puis d'autre part, ça permettrait de financer peut-être une partie des gisements qui serait intéressante financièrement, mais pas pour les banques,
mais qui pourrait l'être pour les SFTE parce qu'on serait entre les taux de rentabilité que souhaitent les banques et zéro. Donc il y a peut-être une part de marché ici qui pourrait être traitée directement par la SFTE. L'autre schéma qu'on propose d'adosser au dispositif initial, c'est celui de financement complémentaire. J'en mentionne un ici, il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est la BEI qui prête à des taux beaucoup plus faibles que les banques commerciales, jusqu'à 50% des projets. Et ça peut être aussi intéressant de l'associer dans ce cas au projet qu'on va mettre en œuvre. Voilà, je vais terminer simplement sur la structure de nos travaux. On a identifié 5 groupes de travail. D'abord un groupe de travail qui vise à valider le caractère compatible du projet au niveau européen, et notamment vis-à-vis des éléments maastrichtiens. On a aussi tout un travail sur la cartographie du parc et l'analyse des gisements, et on a constaté que finalement le parc public est assez peu connu. Donc ça sera aussi un apport intéressant de l'étude. On va pouvoir éclaircir cette dimension, apporter un éclairage quantifié. Sur la structuration financière, j'en ai parlé. Et un dernier point intéressant, au niveau des montages juridiques qu'on souhaite proposer, on a plusieurs options, mais il y en a une qui nous paraît particulièrement intéressante, c'est celle des contrats de performance énergétique, dans lesquels une société de services énergétiques garantit une performance à la personne publique pour le financement d'une opération donc de rénovation, et sur toute la durée de l'opération du contrat. La personne privée s'engage à respecter par exemple moins 25% de consommation énergétique, ce qui permet d'avoir un fléchage très fort et aussi un suivi, ce qui va être très important, de la performance à la fois en amont et ex post sur toute la durée du contrat qui peut être assez longue. Donc en termes de calendrier, je vais en terminer par là. On a un grand rendez-vous où nous pourrons communiquer publiquement sur davantage de résultats de nos travaux, qui sera en juin 2014 dans le cadre de la conférence bancaire. Et puis en septembre 2014, la remise du rapport au gouvernement. Sur ce, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tout le monde. Je vais rajouter un mot de contexte. Donc, je suis vraiment très content qu'on ait réussi à lancer cette étude et je remercie certains des mécènes de cette étude. C'est un objectif assez ambitieux qui nous anime, c'est-à-dire qu'on vise à délivrer un dispositif qui fonctionne. Donc, ce n'est pas une étude théorique, c'est une étude très concrète et très pratique. Donc, c'est pour ça qu'on va faire travailler des juristes. On n'arrivera sans doute pas en juillet-septembre au détail, mais on espère bien avoir de la faisabilité. Les quelque chose qui nous ont animés dans cette affaire, c'est la première, que cette affaire de transition énergétique, c'est une affaire où il s'agit de remplacer des coûts variables, et donc de l'OPEX, des dépenses de combustible, par des coûts fixes. Parce qu'il faut investir. En gros, le cœur du problème de la transition énergétique, mais c'est vrai aussi de la transition écologique au sens large, c'est qu'il faut investir. Il ne suffira pas juste de faire des appels à la vertu. Or, si on a des taux et du coût du capital qui est trop élevé, tous ces investissements-là sont désespérément pas assez rentables. Sachant que, désespérément pourquoi ? Parce que par ailleurs, malgré tout ce qu'on peut dire, lire, entendre, les fameuses externalités, c'est-à-dire le coût du carbone, le coût d'autres externalités, n'est jamais intégré aujourd'hui dans la réalité économique. Le marché du CO2 s'est cassé la figure, la taxe carbone, elle existe, mais elle a un coût totalement nul. Donc, et les prix de l'énergie, pour nous, sont très défaillants, ne traduisent pas la réalité économique et politique de ce qui va se passer. Donc, on est dans un contexte qui est extrêmement contraint.
Et l'une des idées centrales de cette affaire, c'est bien d'aller chercher un mécanisme qui permette d'avoir de l'argent pas cher. Quel est l'endroit en Europe où il y a l'argent le moins cher possible? C'est la Banque centrale européenne. Donc plus on est près de la création monétaire publique, plus on y arrive. Cela étant, on a un deuxième vaste problème qu'on essaie de contourner par cette opération. Donc c'est là où la créativité de Gaël a été essentielle. C'est qu'on est très contraint par les règles européennes et par ce foutu traité de Maastricht. Donc on ne peut pas faire quelque chose qui est extrêmement simple, qui consiste à dire il n'y a qu'à demander à Madame la Banque centrale d'envoyer le pognon à 0% sur des durées très longues, puisqu'elle peut le faire. Ce n'est pas possible du tout en Europe. Dans le monde, des banques centrales le font, mais elles le font de manière non fléchée. C'est-à-dire que la Fed, la Bank of Japan, la Banque d'Angleterre font beaucoup de création monétaire, mais ça rentre dans le système bancaire et après on fait confiance au système bancaire pour en faire quelque chose d'intelligent ou pas intelligent. Alors soit ils le replacent aussi sec dans les banques centrales, soit ils en font quelque chose mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font quelque chose qui est rentable pour eux. Bon. Donc cet argent-là, elle va forcément et très facilement dans de l'économie, on va dire, casino, pour être un peu grossièrement caricatural. Donc notre sujet à nous, c'est de s'inspirer de ces questions-là, de se dire au fond, les raretés physiques, c'est des vraies raretés physiques, mais la rareté monétaire, c'est une rareté institutionnelle ou conventionnelle. Comment on peut trouver une solution qui permette de manœuvrer dans tout ce gigantesque jeu de contraintes que je viens de rappeler à toute vitesse, et qui finissent par être opératoires. Voilà en gros ça. Alors deuxième grande partie de ce projet, Guillaume n'a pas insisté, il y a aussi d'autres raisons qui font qu'on n'avance pas dans le domaine de la rénovation thermique et énergétique du patrimoine public. Il y a pas mal de raisons. Et donc, il faut qu'on les regarde aussi. Et troisièmement, ce patrimoine est extrêmement hétérogène. Ce n'est pas que les bâtiments de l'État, c'est très, très hétérogène. Et donc, il faut que, malgré tout, on se dise c'est quoi le type de travaux le plus logique à faire, un peu moins logique et un peu moins logique. Donc, on a aussi une partie du chantier qui vise à bien hiérarchiser les types de travaux, parce que c'est pas parce qu'on aurait de l'argent pas cher qu'on pourrait faire n'importe quoi. Il faut bien s'entendre. Alors, dernier point, là je laisse la parole à Gaël parce qu'il va l'expliquer bien. On a une conviction que Guillaume a rappelée, mais qui est très importante là-dedans, c'est qu'on joue à contre-histoire par rapport à la logique qui nous semble suicidaire de rationnement des économies européennes et de dévaluation compétitive, enfin de déflation compétitive, on va dire, entre pays. Ce qui bloque absolument tout. Et donc là, on est aussi dans un sujet très délicat. Comment, dans le cadre d'une politique économique qui vise à serrer les écrous de tous les côtés, on peut réussir à glisser ce type de projet qui est à contre-temps de la logique économique d'ensemble. Comment on peut y arriver et quels sont les arguments qu'on a pour montrer que c'est ça qu'il faut faire. Je te donne la parole, Gaël. Merci Alain. En fait, Alain a déjà dit l'essentiel, donc je redis simplement ce qu'a dit Alain. Le contexte déflationniste dans lequel nous nous trouvons, et là je prends une option, vous savez sûrement qu'il y a un débat entre économistes sur cette question, ce contexte déflationniste est extrêmement dangereux et l'austérité budgétaire est de nature à transformer cette menace en une réalité. Alors de quoi s'agit-il? La déflation, c'est une situation dans laquelle le niveau général des prix baisse. Donc ce n'est pas juste un certain nombre de produits en solde de supermarché baissent, c'est tous les prix baissent ensemble. Donc personne parmi nous ici n'a connu de déflation en France, puisque la dernière vraie déflation en France, c'était les années 35, 36, 37. Pourquoi est-ce que c'est très grave? C'est parce que, au fond, c'est beaucoup plus grave que l'inflation, parce que l'inflation, on a quelques idées sur la manière dont on peut l'arrêter. La déflation, on ne sait pas comment on en sort. Aucun économiste ne vous explique comment on sort du marécage de la déflation. Pourquoi? Parce que c'est une situation dans laquelle tous les acteurs économiques, ou disons une masse critique d'acteurs économiques, se convainquent simultanément que les prix vont baisser. Donc vous êtes un ménage, vous venez de vous marier, vous voulez acheter un appartement, mais vous dites j'achèterai demain, ça coûtera moins cher. Vous êtes une entreprise, vous pourriez investir, embaucher, mais vous dites j'embaucherai demain, ça coûtera moins cher. Donc tout le monde s'attend, et cette procrastination rend la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que de fait, la demande d'appartements diminue, l'activité diminue et tous les prix baissent. Donc demain, tout le monde se dit « Ah, ben, j'ai bien fait d'attendre, je vais attendre un jour de plus ». Et de cette manière-là, tout le monde s'attend. Et plus personne n'a envie de mettre un centime dans la machine pour que ça redémarre. C'est le problème auquel est confronté le Japon depuis 20 ans.
De sorte que le Japon a beau se débattre, ça fait 20 ans qu'il n'arrive pas à sortir de cette trappe-là. Et de mon point de vue, je ne suis pas absolument seul, mais il y a un certain nombre d'économistes qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est la menace majeure en Europe aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a compris ça, la question c'est si tout le monde fait de l'austérité budgétaire en même temps, est-ce que ça aide à sortir de la trappe? Réponse non, ça nous y envoie tout droit. Pourquoi? Ce qui favorise la menace déflationniste, c'est le fait que beaucoup d'acteurs économiques sont très endettés. Si vous êtes, admettons que nous soyons tous ici à l'économie France et que chacun de nous a beaucoup de dettes, donc tout le monde essaie de se désendetter en même temps, ce qui est le cas aujourd'hui. Et comme l'a rappelé, je crois que c'était Michel, les premiers endettés aujourd'hui, ce n'est pas les États, ce sont les institutions financières. Ils sont plus endettés en zone euro que la puissance publique. Donc si chacun de nous, simultanément, essaie de se désendetter, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun de nous va vendre les actifs pour récupérer du cash pour payer sa dette. Mais si tout le monde vend les actifs en même temps, le prix de ces actifs va baisser. Et comme nous sommes la totalité de l'économie, ça veut dire que la totalité des actifs de l'économie va voir son prix baisser. Donc on va entrer dans une spirale déflationniste. Ce faisant, le niveau général des prix baisse, ce qui veut dire que le poids réel des dettes augmente. Parce que les dettes, elles sont toujours libellées en nominal. Il y a très peu de gens qui ont des dettes indexées sur l'inflation. Donc le niveau nominal des dettes est constant, par contre le niveau général des prix baisse, donc le poids réel des dettes augmente. Et donc ceci a l'effet très paradoxal suivant, qui est que si tout le monde se désendette en même temps, les dettes augmentent. Vous voyez? Et ce qui veut dire que ça accentue la pente vers la déflation. Raison pour laquelle, de mon point de vue, insister sur l'austérité budgétaire aujourd'hui est une très mauvaise idée. Je ne dis pas du tout qu'il faut constamment vivre au-dessus de ses moyens, mais que dans un climat déflationniste, si tout le monde essaie de se désendetter en même temps, on n'y arrivera pas. Et que donc le seul acteur économique majeur qui a les moyens, en fait, parce qu'il a l'éternité devant lui, de continuer à s'endetter et de réduire l'urgence et la nécessité de se désendetter, c'est l'État. La difficulté à laquelle on se heurte, là, ici, c'est que, d'une part, bon, malgré tout, ce type de discours que je vous tiens passe très très mal à Bercy, évidemment, et d'autre part, donner à la puissance publique un pouvoir de création monétaire qui permettrait, au fond, de créer de la monnaie en essayant de jouer sur les frontières un peu floues entre ce qui sépare la dette publique maastrichtienne et ce qui n'en est pas, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi un autre tabou majeur en Europe qui est donner le pouvoir de création monétaire au roi. Vous savez qu'au Moyen-Âge, c'était le roi qui frappait monnaie, c'était un droit régalien, et notre inconscient collectif est habité par l'idée que lorsque le roi a le droit de frapper monnaie, il fait n'importe quoi avec, et ça produit toujours de l'inflation. Il y a des jérémiades tout au long du Moyen-Âge d'intellectuels européens qui hurlent contre les rois faux monnayeurs, qui créent de l'inflation parce qu'ils créent trop de monnaie. Et ceci continue d'habiter, à mon avis, l'inconscient de beaucoup d'entre nous, d'un certain nombre de fonctionnaires à Bercy et ailleurs. Et je vais m'arrêter là. Enfin, c'est donc un des obstacles, parce que sinon, au fond, c'est ce qu'a dit Alain, on demanderait à la BCE de créer les milliards dont on a besoin. Elle le fait pour les banques. Pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas pour sauver l'économie européenne et accessoirement la planète? Petite anecdote pour illustrer cet autre tabou, du pouvoir de création monétaire confié à la puissance publique. Si vous allez à la Bundesbank à Francfort, donc la banque centrale allemande, pas la BCE, mais la banque centrale allemande, qui est à quelques centaines de mètres de la BCE, que vous entrez dans les grandes salles de conférence internes à la Bundesbank, vous voyez des citations de Goethe inscrites au mur. Alors ça, c'est parce que les Allemands sont cultivés, mais ils choisissent des citations bien trouvées. Alors, la citation, c'est un extrait du Faust II de Goethe. Vous savez que Goethe a écrit une grande pièce qui s'appelle Faust, l'histoire de ce scientifique amoureux de Marguerite qui passe un contrat avec le diable pour rajeunir, pour pouvoir la courtiser. Dans la deuxième partie de la pièce de théâtre, le grand sujet, c'est plus du tout les amours de Faust et de Marguerite, c'est le problème d'un empereur qui a des dettes et qui ne sait pas comment rembourser ses dettes. Ce qui vous montre que ce n'est pas un problème récent. Et il y a quelqu'un qui vient voir l'empereur de l'Empire romain germanique à l'époque et qui lui dit « Sire, c'est très simple, vous avez des dettes, il n'y a aucun problème, il vous suffit d'imprimer des billets. C'est des bouts de papier et vous imprimez des billets pour payer vos dettes. » Avec évidemment l'implicite que ceci est hyperinflationniste et que donc la population va mourir à cause du roi qui n'a pas d'autre idée pour payer ses dettes. Et la question que je vous pose, c'est à votre avis, qui dans la pièce de Goethe fait cette proposition au roi? C'est le diable, c'est Méphistophélès. Alors imaginez-vous, vous êtes haut fonctionnaire allemand, vous travaillez à la Bundesbank et tous les jours, en allant au bureau, vous lisez le diable qui dit au prince, c'est très simple, vous avez des dettes, il suffit d'imprimer des billets. Alors après 50 ans de ce traitement, vous êtes convaincu que donner le pouvoir de création monétaire au roi, c'est vraiment le péché originel. Bon.
L'extraordinaire dans cette affaire, c'est que nos hauts fonctionnaires à Bercy, qui ne vont pas à Francfort tous les jours, donc qui n'ont pas ce travail inconscient quotidien, sont aussi persuadés de la même chose. Donc, ce qui rend l'opération compliquée. D'où toute la tuyauterie financière dont qu'a présenté Guillaume, sur laquelle on travaille. Voilà. Juste en complément de ce qui a été dit, il y a deux documents que vous pouvez trouver publics. Il y a dans lequel va situer la SFTE, mais comme d'autres projets. Il y a le livre blanc sur le financement de la transition écologique qui a été publié par le Trésor et le ministère de l'écologie, enfin le CGDD, qui a été publié en décembre, qui était un appel à consultation. Donc on aura bientôt les résultats de la consultation. On verra ce qu'ont envoyé les établissements financiers ou la société civile d'ailleurs en réponse à ce livre blanc qui est très bien fait, qui a été notamment co-rédigé par Dominique Dron, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Et puis il y a un livre par rapport au sujet qu'a évoqué Gaël qui est important. Il y a une consultation par l'Europe sur le financement du long terme. Ça s'appelle le livre vert, qui a été publié l'été dernier, je crois, ou juin, avec alors là, le nombre de vous avez accès, si vous voulez, à toutes les contributions, mais il y en a 290, je crois, c'est incroyable. Il y a la SFTE qui avait contribué, elle a fait une publication, et là vous avez, moi j'aime bien, c'est que l'indicateur, ça indique le désarroi actuel dans lequel on est, c'est-à-dire que la panne de financement du long terme est très bien identifiée. Alors pour la Commission européenne, le long terme, c'était beaucoup de choses, mais quand même la première thématique qu'ils citaient, il citait plein d'autres choses, la R&D, les télécoms, mais la première thématique qui était mise en avant, c'était la transition énergétique et écologique, qui est devenue, je pense pour beaucoup de... C'est pas parce que le shift est le shift, mais beaucoup de gens ont compris maintenant que ce sujet est vraiment déterminant, crucial, et que ça implique des moyens considérables. Comme disait Guillaume tout à l'heure, la panne de financement par rapport à ses besoins devient criante. Ce qu'on constate un peu sur les bâtiments publics, c'est qu'on peut ne rien faire. Vous savez, pour ceux qui les connaissent ou qui les côtoient, s'il y a des universitaires, on peut ne pas investir ou ne pas rénover nos bâtiments publics. Ça ne se voit pas au bout d'un an, ça ne se voit pas au bout de 2 ans. Là, ça fait quand même 7 ans que ça dure, parce que depuis 2007, vous savez que les budgets sont très très contraints, mais on peut encore faire 10 ans comme ça. Quelqu'un nous disait, c'est vrai qu'il y a des écoles publiques, il y a des rats dedans, donc c'est pas très grave. Finalement, on peut ne rien faire. Mais la panne d'investissement public qu'on est en train de connaître, elle fait quand même un peu peur. Ça rejoint le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Une des structures nécessaires qu'on aura, c'est un réseau énergétique de qualité. C'est des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards à investir, d'équipements qui ont été construits parfois il y a très longtemps. Ils ne sont pas toujours très modernes. Donc le sujet plus global, c'est comment on fait pour financer le long terme. Et on pourrait en parler longtemps, mais on n'a pas un système actuellement qui facilite le financement du long terme au sens 15, 20, 30, 50 ans dans notre pays. Voilà. S'il y a des questions, Guillaume pourra répondre. Oui, alors, en fait, s'il y a des questions, je vous propose de les poser directement aux différentes personnes qui sont impliquées sur le projet, mais là on a déjà pris un petit peu de retard, donc je vous propose de passer à table, c'est derrière vous, voilà, il y a le buffet qui est en place. Guillaume, merci encore pour cette présentation, bravo à tous.